L'audience est ouverte. Avant de laisser la parole à l'accusation pour la poursuite de son interrogatoire, la Chambre demande à la greffière de bien vouloir faire rapport sur la présence des parties. Sir Kovuti, Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes à l'exception de l'accusé Ieng Sari, qui est présent mais dans la cellule de détention. Ieng Sari a renoncé à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire pour toute la journée. Le document idoine a été remis à la Chambre. Après M. Kombun, la partie civile qui déposera est TCCP 28, qui est prête à comparaître. Le Président. Merci beaucoup. La Chambre doit maintenant se prononcer sur la demande de Ieng Sari. La Chambre est en effet saisie d'une demande de Ieng Sari présentée par le truchement de sa défense. Demande par laquelle l'accusé demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour toute la journée. Dr Lem Sevuta, médecin soignant des CTC, a examiné Ieng Sari et a indiqué à la Chambre que Ieng Sari souffre d'étourdissement, ne peut demeurer assis pendant de longues périodes et recommande à la Chambre de permettre à Ieng Sari de suivre les débats depuis sa cellule de détention. La Chambre prend note des recommandations du médecin et a la conviction que Ieng Sari a l'aptitude mentale nécessaire pour suivre les débats, même si son état de santé ne lui permet pas de demeurer assis dans le prétoire. Pour ces motifs, la Chambre fait droit à la demande. Ieng Sari peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention de sorte à ce que Ieng Sari puisse suivre les débats. Et maintenant, la parole est à l'accusation. Hier, l'accusation a demandé à la Chambre un délai supplémentaire pour son interrogatoire. La Chambre note que certains aspects de la déposition de ce témoin sont essentiels. En effet, le témoin a des connaissances particulières sur les faits pertinents et c'est pourquoi la Chambre accède à la demande de l'accusation. Le procureur aura donc toute la matinée pour interroger le témoin. Cela comprend les parties civiles. La Chambre donnera à l'accusation du temps supplémentaire selon les besoins. La Chambre
rappelle donc à l'accusation de poser les questions les plus pertinentes. Vous avez la parole. Le procureur. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant. J'aimerais dire ce que les questions ou les documents les plus pertinents, c'est pourquoi j'ai procédé à l'évaluation des documents que nous allons présenter et nous avons discuté hier de la répartition du temps avec la partie civile. Hier, M. Kinvin, nous avions parlé d'un communiqué de presse en date du 14 avril 1976. J'aimerais rappeler qu'il s'agissait ici du document E3-262. Au fin de mes premières questions, pour mes estimés collègues, les juges et tout le monde, j'aimerais que tout le monde garde un œil sur ce communiqué de presse du 14 avril 1976. Mais nous ferons aussi référence à un autre document pour donner le contexte de la question. Je cite le document. Il s'agit du document E3, barre 380. En Khmer 0035 7199. En français 0048 54 31 à 32. Et en anglais 00 36 56 44. Monsieur Kinvun, je ne sais pas si vous avez des documents d'hier, mais le document E3 barre 262. Et je vous prie, allez à la page 00 622 989 en Khmer. Peut-être pourrait-on aider le témoin à retrouver la page. It's to remind. Je rappelle, c'est le document E3 barre 262, la page en Khmer 0062 29 89. Monsieur Kinvun, je parle toujours ici du communiqué de presse du 14 avril 1976. On peut voir d'ailleurs sur la page qu'il y a une liste de 10 noms. Et avant la liste, on retrouve le texte suivant. Le comité central de l'Assemblée des représentants du peuple de Kampuchea démocratique est composé des membres suivants. 1. Nguyen Chia. 2. Ngong Kang. Nguyen Chia est décrit comme étant le président. Ngong Kang est le premier vice-président. Peo Su, deuxième vice-président. Puis une liste de membres de l'Assemblée. Dans le cadre des entretiens que vous avez eus avec les enquêteurs du tribunal, vous avez parlé de 18 personnes et vous avez cité certains ministères. Par exemple, vous avez dit que Chea Sim était l'adjoint de Nguyen Chia. Pouvez-vous nous dire, sur la base de quel renseignement vous avez dit cela? Pourquoi pensiez-vous que Chea Sim était l'adjoint de Nguyen Chia? Réponse. J'ai dit auparavant que j'étais membre des ligues
des ligues de la jeunesse de Kampuchea démocratique. Je n'étais pas membre du parti. Donc, j'avais une connaissance limitée des rôles des hauts dirigeants. Je n'ai d'ailleurs pas fait beaucoup attention aux émissions radiophoniques à ce sujet. À l'époque, je voulais surtout m'efforcer de faire mon travail très bien. Et à l'époque, les journalistes ne prenaient pas de bonnes photographies des hauts dirigeants et des délégations étrangères qui visitaient le pays. Et j'ai donc informé mes connaissances par des émissions radiophoniques. Et j'avais l'impression donc que Nuon Chea était président de l'Assemblée des représentants et que Chea Sim pouvait être le président adjoint ou le vice-président de cette même assemblée. C'était l'impression que j'avais à l'époque et je pense que c'est vrai. Sous le PCK, la division des tâches était bien établie et tout le monde devait savoir qui faisait quoi. Ceux qui travaillaient au gouvernement, ceux d'entre nous qui travaillions au gouvernement, si nous n'écoutions pas les émissions radiophoniques, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait avec précision. Et le PCK avait la responsabilité d'attribuer les tâches et je devais, moi, savoir ce que je devais faire si j'avais à aller sur le terrain. Je devais me concentrer sur mes tâches, comme par exemple connaître l'état de la construction des canaux, de l'irrigation et de la production agricole. Et à l'époque, je n'avais pas fait très attention au rôle des dirigeants. Mais j'en avais conclu que Chea Sim pouvait être vice-président de l'Assemblée des représentants. Et je peux aussi vous confirmer que ce document n'est pas un document du PCK. À l'époque, nous n'avions pas une technologie assez avancée pour produire de tels documents. On voit qu'à l'époque, d'ailleurs, on utilisait le mot camarade pour faire référence. Pour faire référence aux membres du parti, alors que là, on utilise le terme khmer mut, qui veut dire ami. Donc, ça ne pouvait être un document émanant du PCK. Par contre, l'autre document que j'ai est un document authentique provenant des Khmers rouges. Le procureur. Excusez-moi, monsieur le témoin, mais je ne sais pas exactement à quel document vous faites référence. Celui à droite, peut-être pouvait-on nous le dire, quelle est la cote E3 de ce document à droite auquel le témoin fait référence? Just going back. Si l'on pouvait revenir au sujet de Nuon Chea et Chea Sim, les avez-vous jamais vus ensemble lors de rassemblements ou autres réunions? Une réponse? Non, jamais. Mais je connais bien M. Nuon Chea. Je n'ai jamais connu Chea Sim. J'en ai entendu parler par contre. Mes amis m'ont dit qu'il aurait pu être le vice-président de l'Assemblée.
Et j'ai dit que je ne connaissais pas tous les rôles des dirigeants, mais je connais bien le rôle de Nguyen. Le procureur. Merci, M. Kinboon. Laissez-moi apporter une précision. Vous dites que c'est sur la base de ce que l'on vous a dit que vous avez conclu que GSM avait le rôle que vous croyez qu'il avait? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Avez-vous jamais vu à l'imprimerie des documents qui indiquaient clairement que GSM était l'adjoint de Nguyen Chia? Réponse. Non. J'ai déjà dit que la structure du parti et que les rôles des dirigeants ne m'étaient pas connus. À l'exception des rôles de ceux avec qui je travaillais, comme par exemple Mme Yoniat, M. Khieu Samphan, M. Nguyen Chia, Pol Pot. Je connaissais bien ces personnes. Donc, à l'exception de ces personnes, j'ai pu connaître d'autres personnes au sein du ministère de la Propagande, dans d'autres structures ministérielles, mais je ne connaissais pas ceux qui étaient à l'extérieur de ces structures. Le procureur, je comprends, merci. Monsieur le Président, avec votre permission, puis-je demander que le document E3/10 lui soit montré? Les ERN pertinentes sont en Khmer 000-63059, en français 00491868 et en anglais 0045 0501. Le Président, allez-y. Puis si l'audience veuille remettre le document en question au témoin. Sorry, Mr. Kim. Le procureur. Monsieur Kinvoon, vous avez sous les yeux la page couverture d'un numéro spécial de l'Étendard révolutionnaire septembre-octobre 1976. Pouvez-vous, je vous prie, me dire, sur la base de vos connaissances de l'Étendard révolutionnaire, quels étaient les sujets traités par les numéros spéciaux de ce magazine? Réponse. Je vois qu'il s'agit d'une photocopie d'un authentique étendard révolutionnaire. Et comme je l'ai dit déjà, à l'imprimerie, je m'occupais de faire diffuser l'information plutôt que l'imprimer. Donc, je n'ai peut-être pas les connaissances particulières que vous croyez que j'ai à propos d'un numéro spécial. Le procureur, donc vous veuillez nous aider. Si vous ne pouvez répondre, veuillez nous le dire. Mais à l'époque où vous aviez travaillé sur les étendards révolutionnaires, pouvez-vous nous dire combien de numéros ordinaires y avait-il et combien de fois publiait-on des numéros spéciaux?
Réponse. J'ai déjà dit que je n'étais pas certain, mais je peux vous confirmer qu'il s'agit des documents authentiques émanant des Khmers rouges. Le procureur. J'aimerais maintenant que vous tourniez la page. Je vais donner le RN en Khmer 000 630 62, en français 00 49 18 71 et en anglais terminant par 04. Il s'agit donc d'un extrait dont le titre est « Extrait des interventions des camarades représentants du parti à l'occasion de la grandiose victoire de la cérémonie du 16e anniversaire de la naissance du Parti communiste du Kampuchea. » Et entre parenthèses, 30 septembre 1960 au 30 mai 1976. Dans le corps du texte, il est écrit « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la grandiose victoire du 16e anniversaire de la naissance de notre Parti communiste du Kampuchea. » Now, in respect of anniversaries of the birthday of the... Pour ce qui était de l'anniversaire ou des cérémonies d'anniversaire du parti, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Réponse. Dans tous les pays, on a une date d'anniversaire pour célébrer les créations de partis. Et c'était le cas pour le Parti communiste du Kampuchea. Je comprends peu le contenu de cet article et les dates. 30 septembre 1960, donc, pour ce qui est des antécédents du parti, ce n'est pas vrai en fait. Le parti aurait été créé dans les années 50, se reprend l'interprète, même si je ne connais pas la date exacte. Pol Pot voulait cette nouvelle date, car il voulait s'affranchir de l'influence de notre PCK. Et donc en déclarant que la date de création du parti était le 30 septembre 1960, il aurait jugé que c'était plus approprié. Car le parti voulait avoir sa propre idéologie indépendante, avec ses propres dirigeants, et ne voulait pas être affilié à d'autres partis communistes. Même si, d'un point de vue historique, le Parti communiste du Kampuchea était relié à d'autres partis communistes comme au Laos et au Vietnam. Pol Pot voulait être débarrassé du mouvement Viet Minh et voulait donc inventer, ou créer plutôt, établir comme date de création du parti, la date que vous voyez là, c'est ce que je compris. Le procureur, je vous remercie. Maintenant, passons à un autre sujet. Le document sur lequel j'aimerais vous poser des questions est E3. Barre 381, il s'agit d'un procès verbal de votre audition devant le juge d'instruction en Khmer 0035 72 06 à 07, en français 004 02 999 et en anglais
00365529. À cette page, donc, vous dites, et je cite, la diffusion d'informations à propos des purges, des ennemis internes était largement diffusée, tant à la radio que lors des réunions. Ils annonçaient si tout frère ou sœur est impliqué, l'encart leur pardonnera. Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Si vous ne pouvez pas répondre, veuillez nous l'indiquer. Première question. Qu'est-ce que l'on pouvait reprocher à quelqu'un? Quels étaient les actes posés par quelqu'un pour être considéré comme ennemi interne? Réponse. J'ai parlé un peu des Khmers blancs hier. En 1973, quand j'habitais dans la zone libérée, district de Stung Trong, à l'époque, le mouvement mené dirigé par le Samdech Sihanouk se rapprochait de Phnom Penh. Il y avait des bombardements aériens, les gens étaient déplacés et s'étaient rendus dans les zones libérées. À l'époque, le secret était d'une importance capitale. Et c'est pourquoi l'élimination des mouvements, des ennemis infiltrés comprenait d'autres mouvements. Et pendant cette période de 3 ans, il y avait d'autres factions et d'autres partis. Je pense que c'était le cas à l'époque. Et d'après le document faisant état des ennemis enfouis ou infiltrés, que l'on retrouve dans le slogan écrit à l'encre noire, je me souviens qu'il y avait les agresseurs Yun, les agents de la CIA infiltrant les rangs du parti, et aussi des agents du KGB qui étaient considérés comme des ennemis, eux aussi. J'étais convaincu que c'était le cas. Nous avons dû faire face à de sérieux problèmes. Il y avait des combats. Il y avait d'autres mouvements de troupes, comme les Viet Minh et des mouvements appuyés par les Américains. Et finalement, tout cela aboutit au coup d'État de 1970. Nous avions, au sein du mouvement, des partenaires dans notre lutte. Pendant la guerre, les gens de Lon Nol jouissaient d'un soutien et avaient toujours des équipements et des fournitures. On peut donc dire en résumé que les riches au sein du mouvement pouvaient avoir plus d'armement. Et le mouvement dirigé par le prince Norodom Sihanouk, eux étaient pauvres et étaient armés de machettes et de bâtons et de haches. Et cela remonte à il y a bien avant, pas simplement sous la période du PCK. Et pourquoi le Parti communiste devait
et faire preuve de vigilance pour contrôler cette situation. Le PCK devait contrôler plus de soldats que le régime de Lon Nol. À l'époque, le peuple cambodgien considérait eux-mêmes que d'autres étaient les ennemis. Même le roi qui avait été renversé avait lancé un appel au peuple, les incitant à prendre le maquis pour lutter. Et donc les gens voyaient des ennemis partout. Pour ce qui est des affaires militaires ou politiques, ce n'est pas de connaissance d'initié, car moi j'étais rattaché au service de la propagande. Mr. Kimbourne, thank you. Just two supplemental. Le procureur, merci Monsieur Kimbourne. J'ai deux questions dans la suite de ce que vous avez dit. Pour ce qu'il y a des ennemis internes, vous avez mentionné les Américains et vous avez mentionné la CIA. Est-ce que l'identité des ennemis intérieurs a changé entre la période avant le 17 avril 1975 et après cette date? Réponse. Je ne comprenais pas très bien. D'après ce que j'avais compris, ces personnes ne s'étaient pas rendues. Ils ont continué à résister pendant ces 3 années. Ils ne se sont pas ralliés à la ligne politique communiste. Eux voulaient autre chose que le parti. Le régime à l'époque n'était pas comme celui dont nous bénéficions aujourd'hui. Le régime actuel a ouvert ses portes et accueilli nos amis étrangers. Mais à l'époque, la stratégie était de transformer le Cambodge dans un pays communiste. C'était une période de transition. Nous avions connu une monarchie suivie d'une république et ensuite du communisme. Vous pouvez donc vous imaginer les nombreux conflits et contradictions d'idéologie et de stratégie. Vous êtes tout à fait en mesure de l'imaginer, je n'insisterai pas là-dessus. Mais si l'on tient compte de toute cette évolution historique, il y avait forcément des désaccords entre les gauchistes, les communistes et les capitalistes. Je ne comprenais pas cela en détail, mais d'après ma propre analyse, la situation à l'époque était bien trop complexe. D'après l'autorité supérieure, il y avait 3 catégories d'ennemis. Quels critères ont-ils utilisé pour catégoriser ces ennemis? Bien, par exemple, les agents de la CIA. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'étaient des agents de la CIA. Parfois, ils les appelaient des agents vietnamiens, mais en réalité, les Vietnamiens étaient des Vietnamiens et les Américains étaient les Américains. Et les Soviétiques, bien, ça c'était le KGB. J'étais un fils de paysans, je ne comprenais pas tout cela. Les gens, je pense, de mon niveau ne comprenaient pas cela. Lorsque nous avons participé à des formations politiques, nous avons étudié la guerre, nous avons étudié les ennemis de façon générale, mais ils n'ont jamais clarifié ou précisé
ce que constituait un agent de la CIA ou du KGB. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard. Yun, par exemple, était un mot péjoratif désignant des Vietnamiens, mais certaines personnes ont interprété ce mot comme exprimant la méprise que nous ressentions pour les Vietnamiens. Mais en fait, par exemple, nous appelons les Thaïs Sin, les Vietnamiens les Yun. Nous avons aussi un terme pour les Laotiens. Donc lorsque j'utilise le mot Yun ici devant la Chambre, ce n'est pas pour exprimer de la méprise vis-à-vis du peuple vietnamien. Ce n'est pas un commentaire péjoratif à l'encontre des Vietnamiens et je présente mes excuses devant la Chambre si je n'ai pas utilisé le mot complet qui désigne le pays, la République socialiste du Vietnam. Pour ce qui est de mon pays, en général, je l'appelle Khmer au lieu de l'appeler le Cambodge. Question. Monsieur Kim Woon, sur la base de quelles informations dites-vous que les soldats de Lon Nol ne s'étaient pas rendus? C'est ce que vous venez de nous dire. Réponse. Je me suis rendu dans les bases et je l'ai ressenti. Je suis allé dans les zones au nord-ouest. J'ai compris la situation sur le terrain. Je n'étais pas responsable des questions de sécurité ni de l'espionnage. Cela ne me concernait pas. J'ai une fois dit à la ministre Yoon Yat, qui m'a prévenu que ceci ne relevait pas de mes fonctions, que j'étais chargée d'analyser les travaux agricoles et de m'occuper de la reconstruction du pays. Quant à la situation générale, cela ne faisait pas partie de mes responsabilités. Bien sûr, il y avait des cachettes d'armes parmi la population. La masse populaire était au courant, mais je ne pouvais rien dire car j'étais censée rien savoir en dehors de mes responsabilités. C'était les forces de résistance, par exemple, des soldats des Khmers rouges. Je voulais aller à Banglevir. Je voulais retourner à ma base à Stong Trong. On nous a dit de ne pas aller dans le secteur 304 car il y avait des Khmers blancs. C'était la situation en 1973. On m'a interdit d'aller dans ce secteur. Pour vous donner un autre exemple, je me suis rendue à l'ouest. Le coprocureur. Je regrette, Monsieur Kim Woon, de vous interrompre, mais la Chambre a limité le temps dont je dispose pour mon interrogatoire. Je regrette de vous interrompre, mais je voudrais passer plutôt à une autre question. Dans le contexte de ce que vous avez dit ce matin, vous avez utilisé le mot écrasé, smash. Pourriez-vous nous dire ce que signifiait pour vous le mot smash ou écrasé? Réponse. Le mot écrasé était employé à cette époque pour désigner le fait
d'écraser quelque chose. Par exemple, si on voulait détruire un document et s'en débarrasser, eh bien, on l'écrasait. Mais sur le champ de bataille, le mot écraser signifiait attaquer une base. Par exemple, il a fallu envoyer les forces militaires pour détruire tel ou tel endroit. Sur le champ de bataille, il fallait faire preuve de vigilance et considérer l'adversaire comme étant un ennemi. Et donc, il fallait l'écraser. C'est cela que cela voulait dire à l'époque. Question. Merci. Pour revenir à l'extrait dont nous avons parlé, c'est-à-dire ces nouvelles sur l'élimination des ennemis intérieurs qui étaient diffusées de façon très large. S'agissait-il d'une diffusion à la radio ou par d'autres moyens? Réponse. Faites-vous référence aux 5 années précédant l'année 1975 ou à la période du Kampuchea démocratique? L'accusation. La période du Kampuchea démocratique. Réponse. Je ne comprenais pas le plan visant à écraser l'ennemi. Cette décision a été prise par d'autres personnes. Question. Je ne vous demande pas si vous aviez connaissance du plan. Pour reformuler la question, après le 17 avril 1975, avez-vous jamais entendu une radiodiffusion où on disait, dans le contexte des ennemis intérieurs, que l'ANCAR pardonnerait des frères ou des sœurs qui auraient été impliqués là-dedans? Réponse. Oui, en fait, j'en ai entendu parler. Même des membres de ma famille ont eu des problèmes. Je l'ai su par la ministre qui diffusait des informations dans le cadre des diverses séances d'études politiques. Question, merci. Je reviens donc à la citation. Diffusée de façon très large à la radio comme au cours des réunions. Donc, pour nous concentrer sur ces termes, au cours des réunions, de quelles réunions s'agissait-il lorsque on abordait ce sujet et où se passaient ces réunions? Réponse. Ces réunions étaient des séances de formation politique ou parfois des réunions ordinaires. Dans certaines circonstances spéciales, il y avait également des réunions extraordinaires destinées à diffuser des informations, à rendre les gens plus vigilants, car il y avait de la résistance qui souhaitait reprendre le pouvoir. Il y avait une lutte de pouvoir et il fallait donc rester vigilant à tout moment. À cette époque, moi-même, je ne pouvais pas me déplacer de façon arbitraire. Je me suis rendue dans différentes zones du pays, je suis allée au nord-est et ailleurs. Mais puisque la situation devenait menaçante, moi-même ainsi que les dirigeants ont estimé qu'il était déconseillé de se déplacer arbitrairement. Il y avait de nombreux ennemis à l'intérieur du pays. Nous ne pouvions pas savoir qui était l'ennemi et qui était l'ami. Par analogie, l'eau était déjà sale. Tout était mélangé.
je ne pouvais pas voir dans cette eau qui n'était plus cristalline s'il y avait des crabes ou des poissons. Je craignais cela, donc je ne voulais pas qu'on m'accuse ou qu'il y ait des problèmes. Moi-même, je n'ai pas eu de problème. Les membres de ma famille avaient, eux, des problèmes et il fallait qu'ils soient vigilants et ils vivaient tout le temps dans la peur. Question. À ces réunions où l'on parlait de vigilance, ces réunions se passaient-elles uniquement au sein du ministère de la Propagande ou avez-vous entendu ces termes mentionnés ailleurs? Réponse. D'après mes souvenirs, ceci était mentionné au ministère et en fait, ces informations étaient diffusées par la ministre elle-même. Au sein d'autres ministères, il y avait des séances de formation politique. Cela était peut-être aussi mentionné. C'était un sujet sérieux à ne pas prendre à la légère. Tout le monde devait faire preuve de vigilance accrue. Question. Merci. Je voudrais vous montrer un document E3/11 en Khmer 006311 16 en français 0049 27 95 et en anglais 0048 62 12. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à présenter ce document aux témoins? Le Président, allez-y, huissier d'audience, veuillez récupérer ce document et le transmettre aux témoins. Mr. Kim Vun, the document before you is the front page of a revolution. Monsieur Kim Vun, vous avez sous les yeux la page de couverture du numéro spécial de l'étendard révolutionnaire datant de septembre 1977. Contrairement à tous les autres exemplaires que je vous ai montrés et qui présentent 5 drapeaux sur la couverture, dans ce numéro, on trouve un grand drapeau qui occupe la moitié de la page. Sauriez-vous nous expliquer pourquoi? Réponse. Cette modification de la couverture passant de 5 étendards à un seul étendard, je ne sais pas à quel moment cela a été changé, ni pourquoi. Je peux confirmer qu'il s'agit là d'un document authentique de la période du Kampuchea démocratique, en y voyant la police et les lettres. Je confirme que cela date de la période en question. Question. Merci. Pour en revenir à un extrait de ce numéro, toujours dans le même document, le numéro ERN en Khmer 0006 31 18 en français 0049 27 97 et en anglais 0048 62 14. The heading on the document is the presentation of the... Ce document porte le titre suivant: les interventions des représentants du parti à l'occasion de la célébration du 17e anniversaire de la grandiose victoire de la naissance du Parti communiste du Kampuchea et
de la déclaration officielle de l'existence du parti dans le pays et sur la scène internationale. Voici ma question. Après 1975, disons en 1976, à quel moment avez-vous, le cas échéant, fait le lien entre l'ANCAR et le Parti communiste du Kampuchea? Réponse. D'après ce que j'avais compris, ANCAR et le Parti communiste du Kampuchea étaient des termes employés séparément, mais qui faisaient référence à la même chose. Le terme ANCAR étant utilisé plus largement. Par contre, le terme Parti communiste du Kampuchea était utilisé en interne et l'ANCAR était défini de façon plus large. Question. Avez-vous jamais eu connaissance d'une annonce confirmant que l'ANCAR était bien le Parti communiste du Kampuchea, que c'était la même chose? Réponse. Je souhaiterais revenir en arrière au document rédigé par le FUNK. UNIM m'avait autorisé à remplacer le terme Parti communiste du Kampuchea par le terme ANCAR. C'est mon supérieur qui m'a dit de le faire et je me suis exécutée. On m'a dit, lorsque j'étais à l'imprimerie, que lorsque il y avait mention du Parti communiste du Kampuchea, qu'il fallait le remplacer par les termes le Front ou le terme ANCAR. C'est pour cela que j'ai compris que ces termes faisaient tous référence à la même chose. L'accusation, merci, Monsieur Kim Voon. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je souhaiterais montrer aux témoins le document E3/169. Ce document n'a pas été versé devant la Chambre avant aujourd'hui. Je vais vous demander, monsieur le témoin, de regarder l'ensemble du document, pas simplement la couverture, et de me dire, une fois que vous aurez pu lire et prendre connaissance de ce document. Monsieur le Président, m'autorisez-vous à présenter ce document aux témoins? Le Président, oui, allez-y. Huissier d'audience, veuillez récupérer ce document et le remettre aux témoins. Le Président, la défense de Nunchia, vous avez la parole. Maître Pau. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection à proprement parler à l'emploi de ce document par l'accusation. Je tiens à signaler que la défense a le sentiment que si elle avait essayé d'utiliser un document n'ayant pas encore été affiché dans l'interface, qu'on nous aurait empêché de le faire. C'est un sentiment basé sur de l'expérience, sur également des événements de la semaine dernière où à de nombreuses reprises l'on nous a empêchés
de faire usage de certains documents. Cette décision a par la suite été annulée, mais néanmoins, nous avons le sentiment que la défense est désavantagée. Pour ma part, je ne vois aucune raison d'interdire l'usage de ce document par l'accusation, mais nous souhaiterions avoir une décision brève de la Chambre. L'interprète se reprend. Nous souhaitons que la Chambre adopte la même attitude vis-à-vis de l'accusation et de la défense concernant ces documents. L'accusation, permettez-moi de répondre, M. Kim Woon est un témoin qui est dans une catégorie unique car il a une connaissance unique de ces documents datant de cette période. M. Kim Woon, concernant ce document que vous avez sous les yeux, c'est un discours du camarade Khieu Samphan, président du Présidium de l'État du Kampuchea démocratique, à l'occasion de la réunion marquant le 3e anniversaire de la grandiose victoire du 17 avril et de la fondation du Kampuchea démocratique. Tout d'abord, rappelez-vous cet 3e anniversaire. Le président, le témoin, veuillez attendre l'avocat national de M. Khieu Samphan. Vous avez la parole. Maître Kong Sam-on. Merci, Monsieur le Président. Je me joins à mon confrère de l'équipe de défense de Nunchia. Nous souhaiterions entendre la décision de la Chambre. Le Président, merci. C'est un sujet qui est complexe et pour cette raison, la Chambre a décidé d'aborder la question des documents versés devant la Chambre lors de la réunion de mise en état. Nous avons déjà fait référence aux décisions précédentes de la Chambre concernant des documents versés au débat par les partis. La Chambre a décidé que la défense de Nunchea était autorisée à utiliser un document qui avait été précédemment interdit par la Chambre. En raison du caractère spécifique de ce document que la Chambre a étudié, la décision a donc été prise d'autoriser l'usage de ce document. Maître Carnavas a également posé des questions aux témoins concernant ce document en particulier. Donc la question concernant les documents que l'on remet aux témoins a déjà été réglée. Lors de la dernière réunion de mise en état, la Chambre a abordé un certain nombre de sujets. Il reste d'autres sujets qui n'ont pas encore été tranchés. Nous avons décidé de parler de la question des documents versés au débat et des questions posées aux témoins. Cette décision était censée régler la question soulevée par la défense de Nunchia concernant les questions posées aux témoins sur la base d'un document versé au débat. À partir de maintenant, les documents portant des cotes en E sont des documents considérés comme étant versés au débat. À condition
de faire usage des documents portant des codes en E, les parties n'ont pas besoin d'identifier les documents car ce sont des documents versés au débat. ហើយនៅក្នុងនេះគឺថាខណ្ឌដែលមានការពាក់ព័ន្ធនេះគឺអង្គជំរះបានជម្រាបជូនហើយគឺថានៅពេលដែល Pour ce qui est du document dont nous sommes saisis, les documents réputés recevables par la Chambre ou considérés comme versés au débat, les parties peuvent y faire référence. Et ces documents peuvent être montrés aux témoins si le document est pertinent, certes.
Le président. Peut-être y a-t-il manque de précision. Selon à propos de l'intervention du Conseil de la Défense, sur le sujet des documents versés au débat, notamment dans le cadre sur le sujet du document actuel, la Chambre laisse la parole à Monsieur le juge Laverne pour apporter les clarifications qui s'imposent. Monsieur le juge, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le procureur, la Chambre a compris que vous entendiez utiliser pour questionner ce témoin un document, et il semblerait que ce document ne figure pas sur l'interface quotidienne, le Daily Interface, qui est normalement la pratique qui doit être suivie pour pouvoir permettre à toutes les parties d'avoir connaissance à l'avance des documents sur lesquels qui vont être utilisés pour les interrogatoires. Donc, est-ce que c'est bien le cas et est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ce document n'ait pas été mentionné sur cette liste de l'interface quotidienne? Can I answer? Le procureur, permettez-moi de répondre à cette question. La page principale, la page couverture en anglais est inclue. Il s'agissait du document E3/202. Donc la page couverture du document, dans sa version anglaise, avait été en effet fournie à l'avance par le bureau des coprocureurs. Comme nous apprécions qu'il s'agit d'une traduction en anglais du document d'origine en français, la page principale en français est maintenant montrée au témoin. J'espère que cela vous apporte les précisions que vous cherchez. Bien, donc toutes les parties ont eu connaissance à l'avance que ce document pourrait être utilisé par l'intermédiaire de l'interface. Donc, si tel est bien le cas, je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour que ce document puisse être utilisé. Thank you. Can I add as a Le procureur, j'aimerais ajouter l'observation suivante, Monsieur le Président. Peut-être que la Cour trouvera utile que si les conseils de la défense pouvaient soulever des objections en même temps et pas une fois que j'ai posé ma question. Mais j'aimerais maintenant procéder. Donc, Monsieur le témoin, ma dernière question était la suivante. Vous souvenez-vous du 3e anniversaire de la grandiose victoire du 17 avril? Réponse. En général, l'anniversaire du 17 avril avait lieu régulièrement. Question. Et, de manière générale, que se passait-il lors de cet anniversaire? Réponse. En règle générale, il y avait des interventions, des discours prononcés par les ministres sur la victoire du 17 avril. Question. Je vous remercie. Le document que vous avez sous les yeux, c'est un document officiel. Réponse. Oui. Mais je ne sais pas où le document a été imprimé. Question. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit à propos de ce discours? Réponse. Non. Je n'ai pas lu ce document. Et
Je ne me souviens pas du discours ou du contenu du discours, mais je pense que cela porte sur la victoire du 17 avril. Mais j'aimerais insister sur le fait que dans un tel document, Khieu Samphan, à lui seul, n'aurait jamais pu être la seule personne qui l'aurait rédigé. En général, Khieu Samphan aimait bien écrire de longues phrases. Je dirais donc que le présidium de l'État ne pouvait pas être le seul à rédiger un tel discours. Cela aurait été fait avec le concours des échelons supérieurs. Mais je ne peux pas parler en son nom. Ce n'est que lui qui peut jeter la lumière sur ce sujet. Question. Comment savez-vous que Khieu Samphan a écrit des phrases longues? Réponse. J'avais l'habitude de lire des textes à être diffusés à la radio pendant la période de 5 ans. En général, nous recevions des textes qui nous étaient envoyés et qu'il avait rédigés. Et il l'écrivait avec de longues phrases. Question. Bon, toujours sur le sujet de Khieu Samphan. Au dossier, pour que vous le sachiez, il existe des transcriptions partielles de ce que M. Kim Voon avait à dire aux enquêteurs. Le premier document auquel j'aimerais faire référence est D201/10.1. Donc, vous avez dit ceci à propos de Khieu Samphan aux enquêteurs. Je sais, j'étais toujours avec lui pendant le Front national, le Front d'Union nationale. Était-ce vrai? Réponse. C'est vrai, en partie. Car je n'étais pas toujours avec lui, mais je peux dire j'étais avec lui en partie. Question. J'aimerais que l'on parle de vos connaissances vis-à-vis de Khieu Samphan après le 17 avril, alors que vous travaillez au ministère de la Propagande et de l'Éducation. Donc, première question. Avez-vous jamais travaillé dans les services ou ministère de Khieu Samphan? Réponse. Non. Je travaillais, moi, dans un autre ministère, celui de la propagande et de l'éducation. Je ne l'avais jamais rencontré. En fait, je l'ai rencontré une fois, par accident. Alors que j'étais à l'extérieur, je prenais des photos. Donc, je dirais que je l'ai rencontré que quelques fois. Question, j'aimerais que ce soit clair et prenez votre temps avant de répondre, je vous prie. Avant le 17 avril 1975, est-il exact que vous n'aviez rencontré Khieu Samphan qu'une seule fois, par accident? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Avait-il une responsabilité quelconque en matière de supervision de votre travail? Réponse. Non.
Moi, je travaillais pour un autre ministère dont il n'avait pas la responsabilité. Question, avez-vous jamais participé à des séances d'études où il était présent? Réponse. Non. Je ne l'ai jamais vu dans une séance d'études. Question. Vous êtes-vous jamais rendu au ministère du Commerce? Réponse. Non. Mais certains aspects relatifs au commerce, comme par exemple le transport de marchandises au port de Phnom Penh, je devais aller prendre des photos de gens qui travaillaient là-dessus dans le but de les publier. Question. Par rapport à ce que vous pensiez, ce que faisait Khieu Samphan, que vos seules informations provenaient de collègues. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Avez-vous jamais participé à une réunion du comité central ou du comité permanent? Réponse. Pour ce qui est de mes droits, je dis non. Again, going back to your interviews with the investor. J'en reviens maintenant à document D201/11.1, transcription de votre entretien avec les enquêteurs à la page en khmer 00833. En français 0083 57 43. Vous avez dit, je cite, la propagande et l'éducation on ne l'a jamais vu au ministère de la propagande et de l'éducation. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Vous avez toujours dit sur cette même page. Pendant cette période, c'est-à-dire après le 17 avril, pendant cette période, surtout de la propagande qui concernait principalement Khieu Samphan. Est-ce exact? Réponse. Non. Question. Pouvez-vous nous dire ce que vous vouliez dire? Réponse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne venait jamais au ministère. Nous avions notre propre ministre. Question. Après le 17 avril 75, Khieu Samphan a-t-il jamais prononcé, a-t-il jamais fait d'intervention à la radio? Réponse. J'ai déjà dit que oui. Et j'ai fait remarquer que je savais reconnaître les textes qu'il rédigeait car il y avait de longues phrases, du moins c'est ce que je croyais. Question.
Et pour ce qui est des anniversaires de la grandiose victoire, vous souvenez-vous que si chaque année c'était des discours différents? Réponse. À chaque anniversaire, il y avait des discours. Je n'ai pas lu ces discours, mais en général, il se pouvait que l'on lise ces discours à chaque anniversaire. Question. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Je vais parler de votre première épouse, Chimchanade, alias Pong. Pouvez-vous expliquer à la Cour ce qui est arrivé à votre épouse en 1977? Take your... Veuillez, je vous prie, prendre le temps qu'il vous faut. Nous comprenons bien. Mr. Kimball, would you like... Monsieur Kinvoon, voulez-vous que je poursuive? Réponse. Allez-y. Question. Vous avez dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction qu'elle a été appelée aux études et qu'elle a disparu à jamais. Pouvez-vous nous relater les événements précédant sa disparition et ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Réponse. En fait, je ne le savais pas. Avant sa disparition, elle avait été transférée. Elle était passée du bureau 25 au bureau 29. Et je n'étais pas allé travailler là où ma femme aurait pu être affectée. Et mon épouse devait être chef adjoint au bureau de la propagande, c'est la ministre qui l'avait envoyé là. Sa responsabilité de lire les nouvelles à la radio tous les jours. Mais plus tard, elle a été retirée. Elle a été transférée au bureau 25 pour y travailler comme adjointe à Yoniat. On lui a aussi
donné la tâche de faire la collecte des biographies des cadres du ministère. Et elle devait aussi enseigner à des enfants. Et c'est à cette époque que nous avons été séparés. Je ne savais pas où elle avait été invitée à participer aux séances d'études, mais c'est le ministre qui l'avait envoyée là. La ministre ne m'a même pas dit où ma femme avait été envoyée. J'ai vu la ministre après sa disparition. Je ne pouvais pas la voir avant, mais je m'étais dit, après avoir perdu mon épouse, que je n'avais plus rien à perdre. Donc j'ai rencontré la ministre pour lui demander pourquoi ma femme avait été envoyée à étudier. Et on m'a dit que ce n'est qu'après avoir participé aux séances d'études pendant un demi-mois que l'on me donnerait les raisons. Et on m'a dit de rentrer chez moi. C'est tout ce que j'ai su au sujet de la disparition de mon épouse. Et quand elle est partie, elle n'a rien emporté avec elle, aucun bagage. Question. Monsieur Kim Woon, vous et votre première épouse, aviez-vous un enfant à l'époque? Réponse. Nous avions une fille âgée d'un an à peu près. Question. Qu'est-il arrivé à votre fille? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, tout comme mon épouse. Question. Pour que tout soit bien clair, le jour après la disparition de votre épouse, votre fille était-elle avec vous? Réponse. Pendant la période de 3 ans, ceux qui avaient des enfants devaient laisser leurs enfants à la crèche ou au centre pour les enfants. Et après la journée de travail, ils pouvaient reprendre leurs enfants. Donc je peux dire que mon enfant ne pouvait rester avec nous. C'était quelqu'un qui s'occupait d'elle au centre pour enfants, à l'ancien lycée pédagogique. Question. Depuis leur disparition, les avez-vous jamais revus? Réponse. Non. Question. Est-ce que Youniat vous a, à quelques moments que ce soit, donné les motifs de la disparition de votre épouse? Réponse. Après les séances, les réunions de vie et après que j'ai rédigé à nouveau ma biographie, j'ai été convoqué à rencontrer la ministre en personne et on m'a dit brièvement que mon épouse était agente de la CIA. Je n'étais pas d'accord, car j'habitais avec elle depuis
assez longtemps pour bien connaître ses forces et ses faiblesses. Nous avions participé à des séances d'études et nous avions distribué de l'information sur les 3 catégories d'ennemis. Donc nous pouvions nous observer mutuellement et j'étais convaincu que ma femme ne pouvait pas être un ennemi. Et elle m'avait dit plus tôt que ses amis avaient été retirés pour aller faire des travaux agricoles. Et elle m'a dit qu'elle n'avait aucun lien avec d'autres agents. Elle m'a dit qu'elle travaillait près du centre, et moi aussi. Et je l'ai encouragée à être forte. Car beaucoup de hauts dirigeants nous connaissaient.